My subject's a little bit more challenging to introduce. I've been doing radio interviews lately and noticing that the interviewer will spend the first 40% of the interviewer preparing the listening audience for me to come on. They'll say things like, ladies and gentlemen, the author of Slow Sex, the art and practice of, Nicole Dayton. So I figure we're TED people, we're fast, we're savvy, we're smart, so I'm just gonna break the ice for us, okay? My topic is female orgasm. San Francisco, ville fantôme. Les rues sont vides, plus de touristes, plus de cafés bondés, juste quelques personnes sans abri qui se promènent sans grand but. Et aussi Nastaran Tavakolifar, journaliste pour la BBC. On est en 2020, en plein confinement. Et franchement, si elle n'avait pas ce rendez-vous, elle serait restée chez elle, bien au chaud, une tasse de thé entre les mains. Mais aujourd'hui, elle doit rencontrer quelques personnes. Le taxi la dépose après une dizaine de minutes de route. Et là, un homme l'attend déjà. Il a la cinquantaine, il est chauve, il a un air assez calme, c'est Christopher Hubbard. Nastaran le suit jusque chez lui où les autres invités sont déjà installés. Elle salue Beth, la femme de Christopher, et elle lance des petits bonjours à droite et à gauche aux personnes qu'elle ne connaît pas. Le Christopher, il enfile un petit tablier, il prépare des saucisses, des légumes, rien d'extraordinaire. Tout semble absolument normal. Jusqu'à ce que, en plein milieu du repas, Christopher se tourne vers sa femme et lui demande, vraiment calmement devant tout le monde, « Chérie, est-ce que tu es prête à te faire caresser ?» Est-ce que vous imaginez le malaise dans cette pièce? Parce que moi je le vois, le malaise. Donc toute la troupe se lève et suit le couple jusqu'à la chambre. Et là, Beth retire ses vêtements. Elle s'allonge sur le lit, jambes écartées, yeux fermés. Et Christopher, lui, s'installe entre ses cuisses. Lui ne se déshabille pas, mais il enfile un gant et y ajoute du lubrifiant. Ça dure 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, Nastaran reste là, à côté du lit, un micro près de la bouche de Beth, un autre entre ses cuisses. Là, franchement, une question traverse l'esprit de la journaliste. Mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a quelques années, cette même question a poussé Beth et Christopher dans les bras de la mauvaise personne. Une femme aux allures d'ange qui s'est révélée être un démon. Elle était censée les réparer, elle les a brisés en 1000 morceaux. Cette femme a transformé des centaines de personnes, hommes comme femmes, en esclaves. Il lui donnait tout. Leur temps, leur travail, leur argent et même leur corps. Ce genre de discours pseudo-scientifique autour du bien-être, on en retrouve partout aujourd'hui. Mais il faut l'avouer, le besoin de se sentir mieux, plus concentré, plus vivant, il est réel. Et parfois, il suffit d'un petit rituel du quotidien pour que tout change. Alors perso, mon truc du moment, c'est un shaker rempli de glaçons et de Holly saveur citron. Et je mets beaucoup de glaçons, hein. Je suis un peu comme un barista américain, moi. Et je dis pas ça pour faire joli, hein. J'utilise vraiment ces produits. D'ailleurs, voilà le ticket de ma dernière commande, pour les haters. Moi, j'ai découvert Holly comme vous via des intégrations YouTube. Mais j'étais pas franchement convaincue jusqu'à ce que Zach Nani m'en parle lors d'un tournage. Il m'a dit mais t'as pas essayé? Nous au studio on en a partout. Du coup j'ai testé et je suis tombée dedans. À la base je suis une grosse buveuse d'eau. J'ai toujours des litres d'eau à la maison, mais j'avais juste envie de pimper un petit peu la saveur sans me tourner vers, vous voyez, tous ces sodas vraiment très chimiques. Et franchement j'ai adoré. Après je suis quand même une sceptique née, donc j'ai voulu creuser un petit peu pour comprendre pourquoi j'aimais autant ces produits. Je me suis penchée sur la compo et en vrai il y a des trucs super intéressants. Par exemple la New Caf, elle permet d'avoir un petit boost progressif sans le crash derrière. Finalement, ça a un peu les mêmes effets que le matcha que j'adore aussi. Il y a aussi ce qu'ils appellent des nootropiques comme la L-théanine qui est souvent citée pour améliorer la concentration tout en réduisant le stress. J'en ai besoin. Il y a aussi des vitamines pour compléter les apports journaliers. Ici, on adore avoir bonne conscience, donc c'est parfait. Est-ce que ça remplace l'eau? Non, absolument pas. Est-ce que c'est la boisson miracle? Non plus. Mais c'est un petit plaisir safe avec une compo qui est plus clean que 90% des sodas et ça m'évite de craquer sur du Coca-Cola. Donc pour moi ça fonctionne. Si vous avez envie de tester, je vous glisse le lien en description. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran pour en profiter. Et maintenant on retourne dans l'univers beaucoup moins hydraté. 16 ans plus tôt, jamais Beth et Christopher n'auraient imaginé faire ça devant tout le monde. À l'époque, ils étaient plutôt classiques, peut-être même un petit peu coincés, diront certains, ou simplement pas encore éveillés à ce qu'ils allaient bientôt appeler la vraie puissance libératrice
de l'orgasme. À 37 ans, Nicole Dieudonne, elle a tout ce qu'on attend d'une vie réussie. En tout cas sur le papier. Un diplôme en communication et sémantique du genre, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Une galerie d'art à San Francisco, de l'allure, du charisme. Bref, tout semble aller pour elle. Mais à l'intérieur, il manque un truc qu'elle n'arrive pas à nommer. Un soir, lors d'une soirée mondaine, elle fait une rencontre improbable, un moine bouddhiste. Et ce moine lui propose une expérience ésotérique. Rien que ça. Nicole pose son verre, elle le suit, ensemble ils s'éloignent de la foule, il l'emmène dans une chambre. Quand la porte se referme, il la regarde droit dans les yeux. Il faut que tu retires tous tes vêtements en dessous de la taille. Franchement, Nicole est un peu prise de court, elle hésite, mais il insiste. Et là, elle s'exécute. Ce qu'il se passe ensuite, elle-même a du mal à y croire. Allongée sur des coussins, les jambes écartées, Nicole regarde le moine sortir une lampe torche de sa poche. Il éclaire ses parties intimes, il observe, et puis il commence à commenter. Un peu comme un cours d'anatomie très personnel, très descriptif. D'ailleurs, un peu trop descriptif pour que je puisse répéter ces mots ici, sans faire sauter cette vidéo. Il cible un point très précis de l'anatomie de Nicole, la partie supérieure gauche. Là, Nicole reste figée. Elle regarde le plafond, elle se demande « Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que j'aime ça ? Est-ce que je déteste ça ? Est-ce que je ressens quelque chose ? Est-ce que je vais me marier avec ce mec ? » Et puis, d'un coup, plus rien. Le vide. Toutes les idées qui couraient dans sa tête, elles s'envolent complètement. Il n'y a plus que le vide, mais un vide qui rassure. Nicole se sent comme aspirée dans un cocon d'amour, de tolérance, de bonheur. Elle vient juste d'expérimenter sa première méditation orgasmique. Et elle en veut encore. 7 ans plus tard, elle racontera cette histoire absolument folle lors du TEDx de San Francisco. I went to this party and I met this guy, which sounds typical, right? This wasn't a typical guy. So he said, I'd like to introduce you. Oh, if you can use this line if you want. I'd like to introduce you to this sexuality practice. And I said, huh? And he said, I'd like to introduce you to this sexuality practice. And then he said, okay, you are going to take off your pants. And I am going to leave my clothes on. And then you're going to lie down and I'm going to put all of my attention on you for 15 minutes. Mais en attendant, elle va partager sa découverte avec tous ses proches. Bah ouais, hein, il faut qu'ils sachent, la méditation orgasmique a complètement changé sa vie. Et Nicole, elle veut reproduire ce miracle chez le plus de personnes possible. Pendant sa phase de brainstorming, une phrase lui revient, une citation bouddhiste. Tout comme le grand océan n'a qu'un seul goût, celui du sel, cet enseignement n'a qu'un seul goût lui aussi, celui de la libération. Ce goût, celui de la libération, c'est comme ça qu'elle décide d'appeler son entreprise, fondée en 2004, avec un certain Robert Kendall. Ensemble, ils posent les bases d'un concept qui va faire beaucoup parler de lui, la méditation orgasmique ou OM. Concrètement, c'est la scène que je vous ai racontée tout à l'heure. Une femme, un homme, 15 minutes de caresses très ciblées, très codifiées. Mais Nicole veut aller plus loin. Elle veut structurer l'expérience, lui donner un cadre, un vocabulaire. Alors, elle rebaptise les rôles. La personne qui reçoit devient le strokee, la caressée. Celle qui donne, le stroker, le caresseur. Et à la fin de la séance, il y a un temps d'échange, une sorte de débrief pour mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti. Ce n'est plus juste un moment intime, c'est un processus, un rituel. I owned for a while before I ever gave an adjustment. Then one day, a year or more into my practice, I asked for an adjustment. Can you move a little to the left? He didn't hear me. I was about to spend the rest of the OM crying and then thought, this is my chance to try again. I could try again or I could cry for the rest of the OM. And then I remembered, this is a practice. I can ask again. I made the adjustment, he heard. He moved his finger a little to the left and said thank you. À partir de là, Nicole est convaincue d'une chose. Elle peut changer le monde, un orgasme à la fois. Pour elle, l'orgasme est bien plus qu'un plaisir charnel. C'est une porte vers une connexion plus profonde aux autres, un outil de conscience, un chemin vers une meilleure version de soi. Et elle le répète partout dès qu'elle en a l'occasion. I believe that at some point you will hear yoga, meditation, and orgasm.
Avec la méditation orgasmique, Nicole transforme une expérience intime en une pratique spirituelle. Petit à petit, One Taste trouve sa communauté. Alors attention, à ce stade, on ne parle pas de foule déchaînée, on parle d'une dizaine de personnes. C'est assez marginal pour être honnête. En tout cas, pendant les 5 premières années. Parce qu'en 2009, One Taste connaît une croissance fulgurante. Le New York Times place l'entreprise sur la première page de sa rubrique style. Et est-ce que vous saviez qu'en 2009, chaque jour, 928 000 personnes lisaient ce magazine? Et même celles qui ne lisent pas le magazine finissent par entendre parler de ce qui s'y dit. Alors forcément, avec son côté piquant, One Taste obtient un buzz de malade. Nicole est invitée sur tous les plateaux, par toutes les radios et dans tous les podcasts. En 2011, elle profite même de la hype autour du concept pour publier un livre, Slow Sex. La même année, elle participe au fameux TEDx de San Francisco. Et avec ce succès, elle peut développer sa plus belle création, les maisons OM. Entre 2014 et 2018, si vous marchiez dans les rues de San Francisco, vous pouviez tomber sur un panneau assez intriguant. Marre de swiper à gauche? Et si on parlait d'intimité? Là, forcément, votre premier réflexe aurait été de vous dire « Encore une appli qui veut surfer sur ma solitude ». Et vous n'auriez pas totalement tort, parce que derrière cette promesse d'intimité se cachait une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Et si, par curiosité, vous ralentissiez un petit peu le pas, quelqu'un apparaissait comme sorti de nulle part, souvent une femme, la vingtaine ou la trentaine, t-shirt blanc bien visible, avec une phrase écrite en gros « Ta chatte, c'est ». Et pas « Ta chatte, ton animal de compagnie ». Et là, sans la moindre hésitation, elle vous lançait avec un grand sourire « Et vous ? Comment sont vos orgasmes? Comment ça se passe ?» Je vous jure, c'était vraiment leur phrase d'accroche. C'était tellement lunaire que presque immédiatement, la personne se figeait sur place. C'est là que, doucement, on l'amenait à s'inscrire à un cours d'initiation à la méditation orgasmique. Ça ne les engageait à rien. Et puis c'était seulement 195 $. Ouais. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont assisté à l'un de ces cours d'initiation s'en rappellent comme si c'était hier. Au début, ça ressemble à une conférence normale. Sur l'estrade, des femmes défilent derrière le micro et face à elles, des dizaines de personnes sont assises sur des chaises. Vraiment, rien d'exceptionnel. Le staff parle de la méditation orgasmique et explique à quel point c'est génial et puis passe à la démo. Le personnel dépose une table de telle sorte qu'elle soit vue de tous. Ensuite, une femme monte dessus. Et là, il y a une séance de méditation orgasmique publique. Juste après, les chaises de conférence sont remplacées par des coussins. Les personnes qui le veulent peuvent donc tester la méditation orgasmique, soit en caressant, soit en se laissant caresser. Je sais, dit comme ça paraît complètement fou, mais à ce stade, One Taste a déjà bien préparé le terrain. Il y a un petit détail que peu de gens connaissent. Avant même que les participants n'assistent au cours d'introduction, le staff les appelle un par un. Et comment tu vas? Tu te sens bien? Tu stresses un petit peu pour la session découverte? Dis-moi tout. En surface, ça ressemble à de la bienveillance, mais en réalité, c'est une technique. Pendant cet appel, leur objectif, c'est pas de vous rassurer, c'est de vous analyser, de vous classer. En fonction de ce que vous dites, vous serez assigné à une couleur. Rouge, très peu de chances que vous achetiez quoi que ce soit. Jaune, à surveiller, peut-être des ventes à venir. Vert, jackpot, vous êtes le client idéal. Et au moment du cours, le staff sait exactement qui est qui. Avec les rouges, ils sont polis, mais ils ne s'attardent pas trop. Pour les jaunes, on insiste un peu sur leurs insécurités, leurs blessures, celles qu'elles ont confiées au téléphone, rappelez-vous. Et les verts, les verts, on les bichonne, on les entoure, on leur vend du rêve. Parce que le but de ce cours d'introduction, ce n'est pas de vous initier à la méditation orgasmique, c'est de vous vendre la suite. Et là, accrochez-vous bien. Dans le documentaire Netflix, on aperçoit leur grille tarifaire. La formation de base coûte entre 499 et 16 000 $. Le Urban Monk Programme, 2 000 $. Une semaine de coaching avec Nicole, 36 000 $. Mais Nicole, Et la Magic School Retreat pour devenir prêtre de l'orgasme, entre 15 000 et 30 000 $. Et si vous voulez tout faire sans compter, ils ont aussi un abonnement annuel à 60 000 $. Ouais, 60 000 $ pour un accès illimité à tous leurs programmes. D'ailleurs, sachez que l'abonnement à mon compte Instagram est lui gratuit, et que ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Voilà, moi je suis gentille, le lien est en barre d'infos.
Malheureusement, des centaines de personnes vont tomber dans le piège. Et ce n'est pas une question de naïveté, c'est juste qu'à chaque étape, One Taste sait exactement où appuyer. Et plus vous avancez, plus il trouve de nouveaux leviers pour vous enfoncer encore un peu plus. I think OM is sort of like training grounds for learning how to feel again and learning how to connect with other people in a deeply human way. And then the last thing, and really the most important, is that I'm able to actually connect at a deep level with others and find meaning in the things that I'm doing. Imaginons que vous venez de finir le cours découverte. Là, vous décidez de poursuivre avec une formation axée sur la communication. Eh bien, dès le début, on vous propose un jeu. Un à un, les participants montent sur scène. Le principe est simple, le reste du groupe peut poser n'importe quelle question. Et vous êtes obligé de répondre. Au départ, c'est plutôt inoffensif, mais très vite, le ton change. On entre dans l'intime, l'inconfortable. Des gens parlent de leur traumatisme, de leurs peurs profondes, de violences qu'ils ont vécues. Et pendant que tout ça se déroule, au fond de la salle, le personnel de One Taste est là. Ils sont discrets, concentrés, ils prennent des notes. Chaque mot, chaque faille, tout est consigné dans leurs ordinateurs. Parce que ces failles, ce sont des points d'entrée pour mieux vous vendre la suite. Et une fois que tout le monde s'est livré, vulnérable, souvent en larmes carrément, le cours se termine par une session de méditation orgasmique, bien sûr. One Taste finit par se créer une petite communauté. Et certains sont tellement engagés qu'ils décident même de vivre dans une maison OM. Alors, je vous ai pas encore parlé des maisons OM. OM, c'est l'acronyme d'Orgasmic Meditations, donc méditation orgasmique en anglais. Bref, pour en revenir aux maisons OM, ce sont des sortes d'utopies communistes où, en plus de vivre ensemble, les habitants OM les uns avec les autres. Un peu comme dans Secret Story en fait. Après le coup de pouce médiatique du New York Times, l'entreprise ouvre 8 de ses résidences dans tous les États-Unis. Chaque maison héberge entre 40 et 50 personnes. Le truc c'est que, bizarrement, ces maisons n'ont que 20 à 25 lits. Ce qui se passe, c'est que chaque habitant a un partenaire de recherche. Mais oui, les maisons OM disent être des centres de réflexion sur la sexualité. Du coup, chaque personne se voit assigner un partenaire avec qui il va avoir des relations, tester de nouvelles choses et partager un lit. Par défaut, c'est aussi avec cette personne qu'ils devront méditer plusieurs fois par jour. Méditer, vous savez ce que c'est maintenant. Ce qui est bizarre, c'est que si Nicole remarque que deux personnes ne s'apprécient pas, automatiquement, elle les met ensemble, elle les couple. Et son explication est tout à fait logique, hein. D'après elle, le fait d'avoir des méditations orgasmiques va dissiper la tension entre eux. Donc voilà, petit conseil pour vous, si vous avez des ennemis, trouvez une petite chambre à Paris et réglez ça à la bonne franquette, hein. Bref, c'est trop bizarre. Surtout qu'à ce stade de l'évolution humaine, si le sexe était la solution miracle à la haine, ça se saurait. Dans les maisons OM, toutes les journées se ressemblent. Entre 5h et 6h, tout le monde se réveille. Après une rapide toilette, on démarre la journée du bon pied avec une petite séance de méditation orgasmique. Après ça, les habitants font plusieurs exercices afin d'apprendre à mieux se connaître. L'un d'entre eux s'appelle l'inventaire des peurs. Je crois que le nom parle de lui-même, hein. Dans cet exercice, les participants doivent écrire leurs peurs les plus profondes. Ensuite, ils doivent les lire à voix haute devant tout le monde. Les encadrants, eux, bien sûr, sont là, ils les écoutent attentivement et ils notent. Ils retiennent tout ce qu'ils peuvent réutiliser plus tard pour vendre une autre formation, un autre stage, un autre programme de transformation. Mais parfois, les sessions vont encore plus loin. Elles basculent dans ce qu'ils appellent, sans ironie, un assassinat. Alors non, ce n'est pas au sens littéral, hein, mais le terme n'est pas non plus choisi par hasard. Dans cet exercice, une personne se place face au groupe. Quelqu'un d'autre s'avance, se poste juste en face d'elle et lui balance des horreurs en pleine figure. Ouais, des attaques violentes, personnelles, souvent humiliantes. Par exemple, « T'es un raté complet, si j'étais ta femme, moi aussi je t'aurais quitté ». Le pire, c'est que la personne visée n'a le droit de répondre qu'avec un seul mot, « merci ». Pas de défense, pas de réaction, juste de l'acceptation. Selon One Taste, c'est censé être une expérience de libération. En réalité, c'est surtout une manière de briser un peu plus les barrières. Une fois l'exercice terminé, pour relâcher un petit peu la pression, tout le monde enchaîne avec une petite séance de yoga, suivie d'un petit déjeuner. Ouais, mais le répit est de courte durée. Le reste de la journée, les membres de One Taste passent des appels, envoient des messages, relancent sans arrêt. Encore et encore. Leur mission ? Vendre. Des formations, des retraites, des abonnements. Vendre, vendre, vendre. C'est la seule priorité.
Et puis, sans transition, ils changent de rôle. Ils deviennent animateurs de stage, ils guident des sessions, ils accueillent des nouveaux venus, parfois même alors qu'ils ont eux-mêmes suivi leur premier cours la veille. Et le soir venu, ils ne dorment jamais avant minuit, parfois même 1h du matin. Quelques heures plus tard, on recommence. Exactement la même chose. Pas de week-end, pas de pause, le cycle tourne à l'infini. Lundi, mardi, mercredi, tous les jours se ressemblent. Et si vous vous demandez comment ils tenaient ce rythme insensé, c'est simple, ils avaient peur. À One Taste, les membres sont guidés par un même sentiment, la peur. Pas de se faire frapper ou voler, c'est pire que ça. Ils ont en permanence peur d'être ruinés spirituellement par Nicole, ou bien par son bras droit, Rachel Sherwitz. Et les rares fois où ils parviennent à les sortir de leur esprit, ce sont leurs propres démons qui les hantent. Nicole leur dit constamment « Vous avez peur, mais vous ne devriez pas avoir peur de vos peurs. Cette peur est un sentiment de désir que vous devriez suivre. » Ensuite, elle leur pose une question « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et Nicole se répète, jusqu'à ce qu'elle entende une réponse qui lui plaise. C'est quelque chose qu'elle dit souvent à ses élèves. La peur serait le signe d'un désir profond. Et l'excitation sexuelle, la solution à tous leurs problèmes. D'ailleurs, elle le dit noir sur blanc, sa libido lui aurait sauvé la vie. À 27 ans, Nicole travaille comme stripteaseuse dans un club de San Francisco. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, un homme l'agresse. Il sort un couteau, le place sous sa gorge, et dans cette situation, beaucoup auraient paniqué. Mais Nicole, pas du tout. D'après ce qu'elle raconte, elle aurait décidé de faire monter son excitation sexuelle au maximum. Ensuite, elle se serait tournée vers lui et elle lui aurait dit « Comment t'as su que j'aimais ça ?» Elle le dit, elle l'affirme, cette énergie, ce qu'elle appelle son énergie sexuelle, a absorbé toute la violence de la scène, comme si le danger s'était évaporé. Et cette expérience, elle l'a transformée en théorie. Selon elle, je cite, « Le vrai moyen d'éviter un viol, c'est de se montrer à 100% excitée, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus rien à violer. Hein ? Une femme entièrement excitée fait se prosterner tous les hommes autour d'elle. » 1 minute de silence. Ouais les gars. Elle dit ça, et parfois même, elle en rit. Elle fait des blagues louches à ce sujet. Vous voyez les t-shirts chelous de One Taste, là ? Eh bien, lors d'une conférence, en rigolant, parce que c'est très drôle, hein, visiblement, elle propose de remplacer leur texte par « J'ai été violée et je n'ai eu droit qu'au statut de victime » ou alors « J'ai violé et je n'ai eu droit qu'au statut d'agresseur ». Nicole fait partie de ces personnes qui remettent en question jusqu'à l'existence même des agressions sexuelles. Pour elle, ce ne seraient pas des crimes, mais des violations habiles. Une manière extrêmement tordue de redéfinir un acte très barbare. Et surtout, un moyen de faire porter la faute aux victimes. Dans l'univers de One Taste, cette logique va encore plus loin. On y défend ouvertement l'idée que les hommes ont le droit de libérer la bête en eux. Parce que oui, l'un des plus grands problèmes de notre société, c'est que les hommes n'ont plus la possibilité d'exprimer leurs pulsions les plus sombres. Et toute cette rage, cette frustration, cette violence, elle est enfermée. Et selon elle, ils doivent pouvoir l'évacuer. Et lorsqu'ils le font, ils devraient être accueillis par de l'amour inconditionnel. Ouais. Petit exemple. Un soir, dans l'une des maisons OM, un homme décide justement de libérer sa bête. Ça fait des mois qu'il est obsédé par une femme du groupe. C'est assez confus, hein. Il dit qu'il la désire, qu'il veut qu'elle lui appartienne, mais ce qu'il veut surtout, c'est la dominer. Alors, au milieu des autres participants, sans prévenir, il fonce vers elle. Il l'attrape brutalement et il la soulève du sol. Je veux te frapper, je veux te violer, je sais où tu dors. Et pendant ce temps-là, les autres regardent. Personne n'intervient. Logiquement, la femme panique, elle se débat, elle pleure, elle supplie qu'on la laisse tranquille. Mais à One Taste, ce n'est pas lui qu'on blâme. C'est elle. Elle aurait dû rester calme. Elle aurait dû accueillir cette explosion de violence avec de la douceur. Elle aurait dû l'enlacer, le comprendre, lui offrir de l'amour. Elle est considérée comme le problème. Imaginez juste quelqu'un vous attrape, vous hurle dessus, menace de vous violer et vous êtes censé le prendre dans vos bras, le consoler, l'aimer. C'est l'inversion totale du réel, c'est la définition même de la folie. Et quand on écoute Nicole parler de son père, on comprend vite qu'elle ne suit pas les mêmes repères moraux que le reste du monde. Son père était un prédateur sexuel. Il a agressé des petites filles et pire que tout, il se servait de Nicole pour les attirer. Une enfance de ce type-là détruit complètement les notions de bien et de mal. This is a
spiritual illness. This is not just happening on the physical level. There is something about the power of compulsion. So you have to begin to address things on myriad levels. Et malheureusement, en grandissant, elle s'est enfoncée dans cette voie. Après la fac, elle travaille comme stripteaseuse et escort girl. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, sachant qu'elle a déjà une vision très déformée de la sexualité. Nicole est assez cachotière sur son passé. Cela dit, plusieurs éléments laissent à penser que Nicole aurait, à un moment donné, fait partie de Lafayette Morehouse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une communauté un peu à part qui est installée en Californie, où les gens vivent en groupe. Et dans ces groupes, le plaisir sexuel est considéré comme un terrain d'exploration permanent. On ne se contente pas d'en parler, on l'étudie, on l'analyse, on le pratique encore et encore et encore. C'est un laboratoire du désir aux limites pas très claires. Ensuite, elle aurait peut-être été membre de Welcome Consensus. Alors ce groupe, lui, a fermé ses portes en 2022, mais c'était plus ou moins le même principe que Lafayette Morehouse. Nicole est un prédateur qui a été façonné par d'autres prédateurs. C'est aussi simple que ça. Derrière tous ces beaux discours, il y a une mécanique bien rodée. Nicole, elle ne cherche pas à libérer les gens, elle cherche à les désintégrer, à effacer toute leur volonté pour qu'ils fassent exactement ce qu'elle attend d'eux. À force d'emprise psychologique, ces personnes n'ont même plus la capacité de dire non. Simple exemple, chaque maison OM possède son propre groupe de discussion en ligne. Et dans ce groupe, les habitants partagent tout, absolument tout, même les choses les plus privées. Si vous avez besoin d'une pause, vous devez l'annoncer. Je quitte mon bureau pour aller aux toilettes et je reviens dans 5-10 minutes. Ou alors, je vais méditer orgasmiquement avec X. Des choses que personne n'aurait à dire normalement. Mais à One Taste, l'intimité n'existe plus. Nicole a totalement détruit cette frontière. Et avec elle, le droit au silence. Résultat, quand un leader vous dit d'aller méditer avec un autre membre pour apaiser un conflit, relâcher le stress ou simplement vous réaligner, eh bien vous y allez sans poser de questions, sans broncher. Parce qu'à ce stade, ce qui vous guide, ce n'est plus le choix, c'est la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir Nicole. Et de son côté, ce qui anime Nicole, ce n'est pas la spiritualité, c'est la peur de manquer d'argent. One Taste naît officiellement en 2004. Et dès le départ, tout est pensé pour que le système rapporte. En 2009, ce fameux article du New York Times offre à One Taste une visibilité incroyable, un vrai coup de projecteur. Et à partir de là, les choses commencent à bouger. L'argent entre, un peu, mais pas assez. Malgré tous les efforts de Nicole, en 2011, l'entreprise est toujours dans le rouge. Ce qui la maintient à flot, c'est un seul facteur. Nicole sort avec Rhys Jones et Rhys Jones est très riche. En fait, c'est lui qui alimente discrètement les comptes et qui rend flou les pertes. Mais à part ça, One Taste est un gouffre financier. Du coup, Nicole décide de changer de stratégie. Elle prend le taureau par les cornes, comme on dit, et elle fait exploser les prix. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les fameuses écoles magiques à $30 000. On va à Poudlard, littéralement. Et puis aussi les abonnements annuels à $60 000 et tous les autres formats de luxe spirituel. Et surtout, elle lance une nouvelle offre. Pour $5 000, vous pouvez devenir coach en méditation orgasmique. Et là, quelque chose de très étrange se produit. Presque tous les coachs formés par One Taste finissent vendeurs pour One Taste. Et pas parce qu'ils veulent propager la sagesse orgasmique autour d'eux, mais parce qu'ils sont endettés, ils sont complètement à sec, parce que One Taste leur enseigne que l'argent n'est qu'un blocage émotionnel, une illusion, un frein mental. Et si vous n'avez pas les moyens de suivre un cours, pas de problème. Un membre du staff va s'asseoir avec vous et il va vous aider à faire une demande de carte de crédit. Okay, let me talk about another tactic that's alleged in the indictment, and that is about inducing people to spend more than they really could. And there's these stories about people saying that they were members and they were being pushed to take more expensive seminars. And when they said they didn't have the money, they were actually, assisted to set up credit cards to pay for these courses. We were a business. I mean, I think that's one of the things that gets lost in this, that we're sort of like we're some dark, seedy sex cult that's in the background taking more money from people than they can pay. That if somebody is an adult over the age of, they're over the age of 18, they're intelligent, they know what they're doing, they have their faculties, and you're in the process of selling them a product, then of course you're going to want them to buy the product if it's right for them.
C'est un cercle extrêmement vicieux. Les anciens élèves deviennent coachs, les coachs deviennent vendeurs et ils vendent pour pouvoir rembourser leurs propres dettes. Et aussi pour s'inscrire à d'autres formations, parce qu'il y en a toujours une de plus, toujours une promesse d'évolution, un nouveau niveau de conscience, un palier à atteindre. À un moment, plus de 150 personnes travaillent comme vendeurs pour OneTaste, un réseau entier de croyants endettés. Chacun d'entre eux est censé vendre pour $10 000 de formation par jour. Guidés par le désespoir, ils tentent absolument tout. Ce qui me dégoûte au plus haut point, c'est que OneTaste encourage ses membres à pratiquer avec de potentiels acheteurs pour les convaincre. Vous avez compris, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Les femmes, elles, doivent toujours porter des talons aiguilles, des robes sexy, être bien maquillées. Si jamais un homme leur fait des avances, OneTaste leur recommande de répondre « Je ne couche qu'avec les hommes qui ont suivi le programme ». L'entreprise dit qu'il s'agit de marketing, mais l'État américain pense qu'il s'agit de prostitution. Et même après avoir fait tout ça, les vendeurs ne touchent presque rien. Au début, quand OneTaste les recrute, ils sont censés gagner 20% des revenus de la maison où ils logent. Ensuite, le management leur dit que les 20% seront répartis entre tous les employés de la branche. Vous l'avez compris, OneTaste change constamment la structure des commissions. En résumé, les très bons vendeurs touchent au plus $1 200 par mois. Et ça, alors qu'ils travaillent presque 100 heures par semaine. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont à $3 de l'heure ? Et $3 qu'ils voient à peine. Parce qu'en plus de sous-payer ses employés, OneTaste ne leur verse pas toujours leur salaire. Et si quelqu'un demande à être payé, la personne devient immédiatement le dieu. Elle est assise sur une chaise et se fait engueuler en public. On lui hurle que le problème, c'est que son énergie négative tire l'entreprise vers le bas. Mais ça va pas. En réalité, si OneTaste galère autant à décoller, c'est pas du tout dû à un manque de foi ou d'engagement de ses membres. C'est beaucoup plus simple que ça. Le business model est bancal. L'essentiel du chiffre d'affaires vient de clients déjà existants. Ça inclut les coachs, les vendeurs, bref, les membres eux-mêmes. Toujours plus de formations, toujours plus de promesses, toujours plus de dettes. À ce stade, beaucoup d'entre eux sont endettés à hauteur de 15 000, 20 000, voire jusqu'à $150 000. Tout ça pour continuer à suivre le chemin. Mais à force de presser ses fidèles comme des citrons, OneTaste finit par dégager un peu de marge. En 2012, l'entreprise affiche enfin une balance positive. Et dès l'année suivante, elle voit grand. Entre 2013 et 2014, OneTaste organise des méga conférences. Ils investissent dans des maisons OM à San Francisco, Londres, New York. L'entreprise achète même un café et un espace événementiel. Nicole, elle, continue d'injecter de l'argent dans tout ce qu'elle peut. Et en 2014, son effort paye. OneTaste est classé parmi les 5000 entreprises à la croissance la plus rapide des États-Unis. Mais cette reconnaissance ne suffit pas à faire taire les critiques. Dans les médias, les mots deviennent plus tranchants. Secte, culte, schéma pyramidal. Le Good Times Weekly, Vice, Playboy Magazine et même le New York Times pointent du doigt Nicole. Elle serait un gourou et OneTaste une secte déguisée en start-up spirituelle. Et pourtant, la croissance continue. En 2017, OneTaste atteint un chiffre d'affaires de $12 millions. Et c'est à ce moment-là que Nicole décide de décrocher. Elle vend ses parts à 3 membres de son cercle et disparaît. Direction Bali, puis l'Italie, Elle s'embête pas. Et là, depuis une villa luxueuse, elle commence à écrire un livre de sutras. Pour ceux qui ne le savent pas, les sutras sont des sortes de citations bouddhistes. Pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, ses anciens disciples croulent sous les dettes. Certains vivent en colocation à 5 dans des studios, d'autres suivent encore des stages, convaincus que la prochaine session changera enfin leur vie. Mais pour Nicole, le jeu est terminé. Elle a pris ce qu'il y avait à prendre et elle s'est envolée. L'année suivante, tout s'écroule. Objectivement, OneTaste a commencé à vaciller bien avant 2018, et c'est sans doute pour ça que Nicole a vendu ses parts. Elle a senti le vent tourner et elle a quitté le navire avant qu'il ne sombre au fond de l'océan. En 2015, une ancienne membre, Aries Blank, brise le silence, enfin. Ancienne fidèle, employée, elle dépose plainte contre l'organisation. Elle raconte avoir été battue en public par son compagnon, lui aussi membre de OneTaste. Jamais protégé, jamais soutenu. Au contraire, malgré sa souffrance, OneTaste
Taste continue de la pousser à avoir des rapports intimes avec de multiples partenaires. Encore et encore, elle vivait l'enfer. Et même si rien ne pourrait effacer ce qu'elle a traversé, elle obtient justice. 325 000 $ lui sont versés en guise de compensation. Mais cette défaite marque un tournant. La peur s'installe dans les réunions du leadership. Et cette fois, ce n'est plus la peur de manquer d'argent, c'est la peur d'aller en prison. L'année suivante, One Taste tente de redorer son image. Les démonstrations de méditation orgasmique sont tout simplement interdites. Le personnel n'a plus le droit d'avoir des rapports intimes entre eux, ni en public ni en privé. Plus de sexualité au sein de la structure. Comme si on pouvait tout effacer d'un simple trait. Mais c'est déjà trop tard, le ver est dans le fruit. Et le karma, lui, a déjà commencé son travail. Le 18 juin 2018, le Bloomberg Business Week expose One Taste dans un article qui fait grand bruit. La nouvelle direction de One Taste prend vraiment peur là. Elle lit l'article, comprend que la tempête arrive et tente de limiter la casse. Toutes les maisons OM, sans exception, sont fermées. L'entreprise se transforme en structure 100% en ligne. Plus de lieu physique, plus de contact direct, juste des écrans. Mais c'est déjà trop tard, parce que le FBI, lui aussi, a lu l'article. Et cette fois, ce ne sont plus des critiques ou des plaintes isolées. C'est une enquête fédérale. Motif ? Prostitution, trafic sexuel, violation du droit du travail. Le 25 novembre 2020, c'est au tour de la BBC d'entrer dans la danse. Le média publie une série de 10 podcasts exposant l'horrible réalité de ce mouvement. 2 ans après, Netflix sort un documentaire qui traite du sujet. Mais il faudra encore attendre 1 an pour que le FBI inculpe officiellement Nicole. Nicole et Rachel Sherwitz, son bras droit, sont accusés de travail forcé. Le procès a démarré le 5 mai 2025 et doit durer 6 semaines. Au moment où je rédige cette vidéo, le verdict n'est pas encore tombé, mais si Nicole et Rachel sont reconnues coupables, elles risquent chacune jusqu'à 20 ans de prison. Quant à One Taste, eh bien, l'entreprise existe toujours. La nouvelle CEO l'a rebaptisée The Institute of OM. Ensuite, elle l'a rebaptisé Eros, et désormais, Eros prend la forme d'un site web, d'une application mobile et de comptes sur les réseaux sociaux. Et devinez qui est en tête d'affiche sur leur vidéo YouTube ? Nicole. En France aussi, on a des manipulateurs de compétition. Je pense notamment à Thierry Tilly, un criminel qui a réussi à convaincre une famille entière de ne pas sortir de chez elle pendant 10 ans. Je vous laisse checker cette vidéo. Cette histoire est incroyable. Et en attendant la prochaine, on se retrouve sur mes réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.